Tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité à cette journée d'études. Je m'en vois encore étonné, mais très heureux d'être parmi vous. Je dis bonjour à Maurice Nuès, que je n'ai plus vu depuis des années, mais que je me réjouis de voir à l'écran et d'entendre. Je suis là, oui, je vais commencer par répondre à l'injonction de certains d'entre vous et je vais préciser l'origine de mon discours. Évidemment, comme tout discours, il est très, très situé. Il se fait que, voilà, le mien, il est traversé de plusieurs façons par les francophonies, j'insiste sur le pluriel. Parce qu'elles sont de plusieurs natures. Je suis roumain, mais j'ai longtemps travaillé pour une institution belge francophone et en tant que tel, en tant que lecteur dans des universités d'Europe centrale et orientale, j'ai enseigné notamment les littératures francophones. Je suis pour l'instant, par ailleurs, secrétaire d'une association européenne d'études francophones qui regroupe des membres. Il s'agit d'études littéraires, évidemment, euh, qui regroupe des membres des francophonies nord-américaines, européennes et africaines surtout. Voilà, pour ce qui est de mon discours. Ce qui m'intéresse dans mes études, et c'est sur ça que je vais me concentrer aujourd'hui, j'avoue avoir eu très peu de temps pour préparer cette intervention, mais je pense que je tombe avec mon sujet de recherche actuel au bon milieu euh, de cette belle assemblée. Je m'intéresse aux origines des littératures francophones et notamment à leur relation, à la relation qu'elles tissent, ou plutôt aux relations qu'elles tissent dès le début avec la science historique, avec cette histoire qui se délimite et qui se met en place au milieu du 19e siècle. Et je pense que c'est justement un sujet qui se prête à la question des transferts. Euh, Pourquoi je suis si heureux d'être parmi vous? Ben, puisque je m'intéresse à l'histoire et à la littérature, c'est parce que, entre autres, je vois un lien très, très particulier entre la francophonie et en fait, les francophonies et l'Occitanie. Et je pense que M. Landi en a déjà parlé. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'honneur de faire une sorte de recension assez poussée d'un ouvrage qui n'est pas connu en France, qui est paru en 2018 à Hambourg, en langue allemande, d'un romaniste, comme on les appelle en langue allemande, éminent de l'Université de Vienne, Monsieur Fritz Peter Kirsch, et qui parle en fait, je ne sais pas si vous voyez l'ouvrage, non, il s'intitule, je traduis en français, La France, l'Occitanie et les francophonies. La thèse de M. Kirsch est justement que l'Occitanie serait une sorte de première francophonie avant la lettre. Et si on cherche, et là je renoue avec ce que nous disait M. Agresti tout au début,
avec Onésime Reclus qui prend évidemment, qui est un homme du Sud, du Midi, qui prend la relation de la France à l'Occitanie en exemple pour le développement de la francophonie, notamment dans ce premier ouvrage où le mot francophonie apparaît, dont le titre est assez intéressant parce que ça s'appelle France, Algérie et colonie. Donc, il me semble qu'il y a là matière à discourir, mais on n'a pas le temps. Alors, je vais commencer donc par ce qui m'intéresse moi, en vous faisant quelques remarques préliminaires. Tout d'abord, à partir des transferts, je pense que avec l'histoire de ce mot, francophonie, avec un personnage comme Onésime Reclus, on est vraiment obligé de recourir et de retomber sur le mot transfert parce que certes, on connaît Onésime Reclus comme un géographe. Par contre, il est emblématique d'une époque. Il est un homme de lettres. Il est formé comme homme de lettres. Il a une carrière de militaire derrière lui. Et il parle en tant que tel. Si on lit ses ouvrages, notamment l'ouvrage que j'ai cité, il commence par des références à la littérature. Le premier chapitre de France, Algérie et colonie est un hommage à la chanson de Roland. Il y a un chapitre très fourni sur la littérature francophone. Mais il fait aussi des considérations extrêmement amples sur l'histoire. Et il ne faut pas oublier que les scientifiques dans les sciences humaines de l'époque, nous sommes donc dans la seconde moitié du 19e siècle, sont tous de formation, soit ils ont fait des études de droit ou des études littéraires, soit les deux. C'est le cas d'Onésime Reclus. Il me semble que l'origine du terme est liée à cette époque où les transferts étaient presque obligatoires. J'ai l'impression qu'on est en train d'y revenir. Deuxième remarque que je fais, je m'intéresse aux francophonies historiques. Donc, je suis moi-même traversé par les francophonies. Onésime Reclus définit l'espace francophone comme les hommes, en fait, les espaces qui sont peuplés par les hommes parmi lesquels le français règne. Il y a une question de pouvoir, évidemment, on est au temps des nouveaux colonialismes, notamment en Afrique, mais il dit aussi en dehors des millions dont le français est la langue policée. En tant que Roumain, je me placerai plutôt dans cette francophonie-là, alors que ce dont je veux parler ici, ce sont des francophonies. Plusieurs locuteurs en ont déjà parlé, notamment Régis Mallet. Voilà, c'est une francophonie qui est directement ancrée dans l'histoire et dans l'histoire des rapports de la France au monde et aux différentes parties du monde. Et puis, je parle évidemment de littérature francophone au pluriel, ça, vous l'aurez compris. Quelles sont les questions de départ de ma recherche? Très simplement, si on parcourt la critique littéraire
sur les littératures francophones, on voit une sorte de récurrence, de thème récurrent qui est l'histoire. Certains critiques parlent même d'une hantise de l'histoire. Ma question est évidemment liée à cela et aussi à des propos d'écrivains qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui, mais aussi de par le passé. Je vous donne un exemple que je puise dans un entretien accordé par Raphaël Confiant, auteur martiniquais, co-auteur de l'Éloge de la créolité en 2022, donc l'année passée, un entretien accordé à Arte. Il dit, mon travail, c'est de redonner, c'est un écrivain, donc un littéraire, qui parle, mon travail, c'est de redonner au lecteur une connaissance d'événements, de faits, de personnages qui ne figurent pas dans l'histoire officielle. Il continue, la littérature est complémentaire de l'histoire. Chez nous, dit-il, parce que l'histoire a été écrite par les colons et que la majorité de la population, elle n'a pas eu voix au chapitre. Donc, vous voyez très très bien où je me place avec mon questionnaire de départ. Il y a des questions telles que d'où vient cette hantise de l'histoire dans ces littératures francophones? Jusqu'où peut-on suivre à la trace cette volonté de suppléer au manque et au manquement de l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire? Que signifie le mot histoire? Il semble que c'est M. Mallet qui en parlait aussi. L'importance de définir les mots. Que signifie l'histoire officielle? Et mon hypothèse générale, je vous la livre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous démontrer que je suis dans le bon. C'est que cette hantise de l'histoire est là depuis le début des littératures francophones et que son but, en fait, pour ce qui est du discours sur le passé, est celui que décrit Confiant dans la citation que je viens de vous faire. Notamment de se situer en complément du discours historique et d'apporter des éclairages que l'histoire n'apporte pas. Faire un travail d'historien, mais en se revendiquant de la littérature. Alors, très vite, pour les origines des littératures francophones, c'est difficile de tracer, de se situer, de situer ses origines de façon très, très claire. Il y a toutefois, et c'est ce que j'ai choisi un ouvrage collectif qui regroupe plus de 70 auteurs reconnus, critiques des littératures francophones, qui s'intitule Figure tutélaire, texte fondateur. C'est un ouvrage collectif édité par Beida Chiki et où on identifie des figures tutélaires, justement, des auteurs phares, si vous voulez, de ces littératures. Je me suis donné le droit de choisir des auteurs très différents, sortis d'ères différents de la francophonie. J'ai un faible pour la Belgique, pour y avoir passé du temps. J'ai choisi la Belgique. Et l'ouvrage en question me donne le nom du fondateur de cette littérature. Ce serait un certain Charles de Coster,
contemporain de Michelet, c'est intéressant. De 10 ans, l'aîné d'Onésime Reclus. Pour l'ère suisse francophone, on me donne le nom de Charles-Ferdinand Ramus. Pour le nom pour l'ère des Antilles, il y a tout de suite le nom d'Aimé Césaire qui surgit. Et puis pour l'Algérie, il y a Kateb Yassine qui s'impose. Je me suis dit, voilà mon corpus. Alors, qu'est-ce qui ressort d'une analyse très rapide de ces différents ouvrages? Je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'en ai pas le temps, mais voilà, si je prends le cas de Charles de Coster en Belgique, qui écrit un roman dont le titre court est La légende du L'Enspiegel, qui traite de la révolution des Pays-Bas au XVIe siècle. C'est une révolution dans laquelle, évidemment, la Belgique, les territoires de la Belgique actuelle sont impliqués, mais révolution que ces territoires perdent, au contraire de ce qui se passe avec la Hollande actuelle. Donc, c'est une révolution perdue pour la Belgique, gagnée pour les Pays-Bas, mais que notre auteur francophone met au piédestal pour prouver en quelque sorte l'héroïsme du peuple belge qui, pour avoir participé à l'une des premières, si non pas la première révolution européenne, n'est pas en dessous d'autres peuples, même si, au moment où l'ouvrage est publié, la Belgique peine à s'imposer sur la scène internationale. Chez Ramus, en Suisse, au Pays de Vaud, on a un discours différent. C'est par exemple, dit Ramus, nous n'avons pas d'histoire. Mais cela n'empêche pas d'écrire et de faire tout un roman sur un petit épisode de la Révolution vaudoise où, en fait, un petit village d'irréductibles s'oppose au vent révolutionnaire venu de France pour protester contre cette nouvelle temporalité qui n'est pas reconnue par cette communauté traditionnelle. Chez Césaire, nous avons un questionnement très, très prégnant du caractère exclusiviste de l'histoire. Il dit dans un de ses discours, laissez entrer les peuples noirs dans l'histoire. Chez Kateb, on a un questionnement direct à travers la structure narrative d'un roman comme Nejma, paru au beau milieu de la guerre d'Algérie, un questionnement de la linéarité d'une temporalité historique, scientifique. Monsieur Sorin, est-ce que vous pouvez conclure dans 2-3 minutes, s'il vous plaît? Oui, j'essaie. Alors, ce qu'on peut déduire de toutes ces affaires, c'est qu'en fait, ces littératures francophones surgissent dans les failles de l'histoire, mais en fait du modèle culturel français. C'est assez intéressant de voir que Charles de Coster, en Belgique, publie en 1867, mais son ouvrage s'impose comme l'ouvrage fondateur de la littérature belge
dans les années 1880. C'est les années où Onésime Reclus écrit et où Onésime Reclus insiste sur toute une série d'idées qui me paraissent en lien avec le fait que Charles de Coster s'impose à cette époque. Par exemple, Onésime Reclus insiste sur la petitesse de la France. Nous sommes après, évidemment, après l'épisode de 1870, la guerre franco-prussienne que la France perd. Et il y a une grande perte de prestige. Donc, la littérature belge s'impose à ce moment-là. Une grande génération symboliste dans les années 1880. Pour les autres, c'est pareil. Ramu, pour la Suisse, il va surtout écrire pendant la Grande Guerre, que, évidemment, la Suisse ne subit pas, mais il s'impose en France tout de suite après. Césaire, il va publier juste avant la Deuxième Guerre mondiale, mais ses textes s'imposent tout de suite après cette Deuxième Guerre mondiale. Le modèle culturel proposé par la France est en crise. Kateb, pareil, c'est au beau milieu des décolonisations pendant la guerre d'Algérie. Alors, je fais juste le point et je m'arrête. Je reviens au transfert. Il me semble que à ce que Maurice disait tout au début par rapport au transfert de concepts, de notions, de pratiques, il faudrait ajouter des transferts de fonctions. Ici, la littérature, ou du moins certains écrivains, entendent suppléer à la fonction de l'histoire, puisque ce qui est mis en doute, c'est ce que je n'ai pas réussi à vous transmettre, ce n'est pas le passé en tant que tel, ce n'est pas la vérité du passé, mais ce qui est mis en doute, c'est une certaine vision du passé imposée à l'époque, après la deuxième moitié du 19e siècle. C'est la grande histoire, l'histoire à la grande H, comme disait Pérec, hein. Et donc un transfert de fonction. La littérature supplée là où, en fait, l'histoire ne voit plus, est aveuglée, et un transfert de compétences. Ces littératures francophones, du début, essayent, par la fiction, d'interroger des possibles, d'autres façons possibles de raconter l'histoire. On est, deuxième et dernière chose, c'est que en voyant les choses dans la diachronie, en voyant les choses par rapport à leur évolution historique, on pourrait se dire que le décloisonnement des disciplines que nous vivons aujourd'hui sont un juste retour et en fait une opposition bienvenue au cloisonnement qu'on vit depuis l'essor des sciences à l'européenne. Donc, ça, c'est une façon de penser le savoir et dont les présupposés méthodologiques, c'est la définition d'un domaine et d'un objet d'étude et d'une délimitation très rigoureuse de ces domaines et objets d'étude. Ce qu'on voit avec l'étude de ces littératures francophones, c'est que ces limites sont questionnées. La littérature peut parler d'une façon pertinente du passé d'une communauté. Merci. Bien. Merci beaucoup.